Bonjour, je suis contente de vous retrouver à ce rendez-vous de La Vie à cœur comme chaque mardi et vendredi jusqu'à 14h30. Dans cette émission, une séquence spéciale médecine. À votre demande, nous allons reparler de la maladie d'Alzheimer avec la participation du docteur Françoise Forette. Fred Mella sera notre invité. Fred Mella, toujours fidèle à ses chansons et on s'en réjouit, des coups de cœur. Et puis aujourd'hui, le plaisir de recevoir Madeleine Chapsal, La chair de la robe, aux éditions Fayard. Alors, ce livre, Madeleine Chapsal, c'est toute une époque, celle où la fabuleuse Madeleine, votre marraine, était à la tête de la célèbre maison de couture, d'abord rue de Rivoli, et puis après avenue Montaigne, c'est bien ça, je ne me trompe pas, 50 avenue Montaigne, celle qui a créé cette inimitable élégance française, un véritable empire. C'est aussi l'histoire de votre mère, Marcelle Chaumont, qui a été sa principale collaboratrice, qui a ouvert une autre maison à sa mort, avenue Georges V. La chair de la robe. Alors, on se demande, toute votre enfance, toute votre jeunesse a baigné dans cet univers de luxe. Oui. Mais pourquoi êtes-vous devenu écrivain, diable? C'est mon enfance. Eh bien, heureusement, je suis devenue écrivain. Parce que, pourquoi heureusement? Je me suis aperçue qu'il n'y avait personne pour écrire sur la haute couture. C'est quelque chose qui disparaissait. Vous savez, c'est un art de l'instant, la couture. Et c'est un art de la vue, du visuel, pas des mots. Et les gens qui font de la couture, qui sont des grands créateurs, qui sont des génies, n'écrivent pas généralement. Et ceux qui écrivent ne connaissent pas bien le monde de la haute couture. Moi, je me suis retrouvée à un carrefour extraordinaire, puisque j'ai failli naître avenue Montaigne. Maman a attendu vraiment le dernier instant pour aller accoucher. Et puis, elle m'allaitait, elle allait quand même faire ses modèles. Et dès que j'ai eu 3 ans, elle m'a mise en robe de Vionnet. J'ai des photos incroyables. J'en ai mis quelques-unes là. Vous l'appelez Vionnet. Hein, vous aviez peur d'elle, d'ailleurs? Oui, j'avais peur d'elle. Pourquoi? C'était une femme, on l'appelait la grande patronne, d'une autorité étonnante, comme quelqu'un qui s'est discipliné depuis son enfance. Elle a commencé à travailler à 12 ans, et 12 heures par jour, dans les ateliers. Et alors, tout en elle, même sa voix, son comportement, sa façon de s'habiller, portait la marque du travail et de l'exigence. Parce que quelle était son exigence? Elle n'était pas très belle, hein, Madeleine Vionnet, mais elle avait une certaine discipline, une certaine rigueur dans sa façon de se tenir. Elle vous donnait des conseils. Quelle était sa principale exigence? Vous savez, avant l'époque du MLF et du féminisme, elle pensait que les femmes devaient travailler. Et moi, toute petite, quand elle me voyait, elle me disait « Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche, tes études ?» Et puis plus grande, elle me disait « Tu te réalises ?» Vous voyez, c'était ça qui comptait avant tout. Pourquoi Chanel l'appelait la sorcière? Parce qu'elle ne comprenait pas sa coupe. Elle s'aimait pas beaucoup, hein? Non, mais c'est normal. Quel est le grand couturier qui supporte l'autre? Surtout quand ils sont de la même génération. Quelquefois, les jeunes ont des maîtres. Mais elles n'avaient pas tout à fait le même âge, mais elles ont ouvert leur maison à peu près en même temps. Chanel en 14 et Madeleine Vionnet en 1912. Madeleine Chapsal, quand vous pensez aux robes de Madeleine Vionnet, est-ce qu'il y a un modèle qui vous revient à l'esprit? Ce qu'on a appelé biais, bien sûr. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est le biais. Très rapidement, c'est un sens du tissu. Il y a le droit fil, le travers, et puis la diagonale qu'on appelle le biais. Et si vous prenez un tissu en biais, par exemple celui-là, vous voyez, ça se tend. Le biais se tend. Et alors, elle a collé ce biais sur le corps des femmes. Il y avait des corsets, il y avait des baleines, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Et tout à coup, on a eu le sentiment qu'elle dénudait les femmes. D'ailleurs, vous avez toutes ces merveilleuses photos où on voit les fesses, les ventres, les corps sous des satins. On le voit très bien dans les beaux films de l'époque, les films 1930. Ce qui a rendu toutes ces femmes si pleines de sex appeal, ce sont ces robes en biais. Alors, les années 1930, c'était les années de l'élégance. Vous racontez d'ailleurs le luxe de certaines clientes. Est-ce qu'il y a des noms qui vous reviennent à l'esprit? Petite, vous les voyez défiler dans les salons Tous les noms de l'aristocratie, pour commencer. Faucigny, Lucinge, Polignac, Murat. Il y avait aussi les Rothschild, et puis il y avait tous les gens très riches de l'époque, les Citroën, bien d'autres. Parce que dès que les gens participaient à la haute société, il fallait d'abord que les femmes s'habillent. Et puis il faut dire qu'il y avait des fortunes considérables qui a plu. En plus que les femmes, il ne fallait pas qu'elles travaillent. Je dis les femmes parce qu'on disait les femmes, c'était un titre. Une femme est venue, elle a commandé le tailleur violet. La femme n'est pas contente de sa robe à volant, vous voyez. Ça n'est pas péjoratif de dire les femmes ou la femme dans la haute couture. On ne dit pas une dame, on dit une femme. Ouais. Voilà. Moi, je me demande si ces femmes, aussi bien Madeleine Vionnet que votre mère, Marcelle Chaumont, n'ont pas tout sacrifié à leur travail. Vous en avez souffert, vous, petite fille, Madeleine Chapsal. Et puis, elles ont complètement oublié leur vie de femme.
Sûrement. Elles se sont tellement consacrées, mais Chanel aussi d'une certaine manière. Chanel a eu beaucoup d'aventures. Vionnet et maman n'en ont pas eu, à ma connaissance, ou fort peu, en tous les cas secrètes. Mais elles étaient pareilles, toutes les trois, comme je crois aussi Madame Gray. C'est une œuvre. Moi, je voudrais que vous essayiez de nous donner un conseil d'élégance que vous donnez, Madeleine Vionnet. Vous le rapportez très bien dans ce livre, par exemple sur les bijoux, sur la façon de s'habiller l'après-midi. Est-ce que vous en souvenez? Oui, mais ce n'est pas un conseil d'élégance applicable aujourd'hui. Vous croyez? Ah oui, parce que les gens avaient un loisir que nous n'avons pas. Les femmes changeaient 3 fois de tenue dans la journée. Il y avait la tenue du matin, la tenue pour déjeuner, pour le dîner et parfois aussi pour le thé, vous vous rendez compte? Elle vous disait par exemple pas de bijoux le matin, pas de chaussures plates avec une robe l'après-midi. Eh bien maintenant, moi, je mets des bijoux dès le matin, je mets des chaussures plates avec mes ensembles habillés. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une période magnifique où nous inventons ce que nous portons. Nous chippons quelque chose, un jean, un objet à prise unique, on va s'acheter une copie Chanel, et on mélange les éléments. Nous sommes devenus libres. On n'était pas libres à l'époque. Il y avait ce qu'on appelait la mode. Et la mode, c'était une dictature. C'était très beau, c'était magnifique. Et puis c'était une dictature de la pointe des pieds jusqu'au haut des cheveux. Parce qu'il fallait tous les accessoires qui vont avec. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que c'est vraiment toute une époque qui revit. Il y a bien sûr l'histoire de votre marraine, de votre mère, mais il y a aussi celle des grands couturiers, Dior, Fat, Jacques Griff, etc. Et puis il y a l'envers du décor, les petites mains, les ouvrières, Oui, les j'en ai brodeurs. retrouvé. Ça, c'est assez fantastique. Quel était, en quelques mots, l'esprit de la haute couture entre les deux guerres, qui est certainement complètement différent de celui d'aujourd'hui? C'était que rien n'était trop beau, rien n'était assez somptueux, qu'il ne fallait même pas penser à l'argent. Jamais j'ai entendu ma mère demander le prix d'un tissu, par exemple. Et c'était des tissus qui valaient des fortunes au mètre. Il n'y avait jamais assez de broderie. Et il fallait réussir l'effet. Et l'effet, c'était quelque chose qui était comme un rêve. C'était une forme de poésie. D'ailleurs, Yves Saint-Laurent a dit la haute couture, c'est un métier entièrement poétique. Et je crois que ça fait partie de notre culture. D'ailleurs, maintenant, il y a des musées pour cette mode-là, et même pour la mode d'aujourd'hui. Ça fait partie de la très haute civilisation. Et quand vous habillez aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive encore, comme lorsque vous étiez petite fille, de sentir le regard de Madeleine Vionnet sur... Il m'arrive aussi de passer outre. Je me dis, elle trouverait que je ne suis pas coiffée à un poil près, vous voyez, mais je passe outre. Mais je sens qu'elle... Et plus on prend de l'âge, plus il est important, si vous voulez un conseil, de faire attention à ce qu'on met et à l'image qu'on donne, parce que les jeunes adorent voir une femme, et une femme âgée, bien habillée. La chair de la robe, toute une époque que beaucoup d'entre vous ont connue et retrouveront certainement avec plaisir. Madeleine Chapsal, aux éditions Fayard. On vous retrouve sur Radio Bleu le 16 juin entre 11h et 11h30. Madeleine Chapsal, je vais vous demander de rester avec nous. Nous allons aborder avec le docteur Forret un sujet sérieux. Vous avez également consacré un livre à ce sujet, la maladie d'Alzheimer. Dans votre livre, un des derniers livres, Une saison de veille. Le premier coup de cœur de cette émission avec Jean-Philippe Serrano. Alors avez-vous trouvé à qui appartenait cette voix célèbre ce matin en écoutant Radio Bleu à 11h30? Non? Eh bien j'espère que vous allez découvrir à qui appartient ce visage célèbre que vous voyez apparaître sur vos écrans actuellement. Vous avez découvert nos indices, c'est parfait. Vous allez devoir téléphoner maintenant au standard de Radio Bleu au 42 30 11 11, 42 30 11 11 pour gagner des midweeks, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Des petites vacances à Center Park se trouve en Haute-Normandie. Vous pourrez jouer en toute quiétude au tennis dans un havre de paix. Vous baignez également dans une piscine exotique. Tout ça, c'est pour vous, 42 30 11 11. Nous allons retrouver tout de suite Martine et le docteur Forret qui vont nous parler de la maladie d'Alzheimer. Nous allons cet après-midi parler de la maladie d'Alzheimer à votre demande avec vous, docteur Françoise Forret. C'est un sujet que vous connaissez bien puisque, je le rappelle, vous êtes l'une des fondatrices de l'association France Alzheimer. Vous côtoyez chaque jour beaucoup de malades qui sont atteints par cette maladie, des malades de tous âges. D'ailleurs, je crois que c'est une maladie qui touche combien de personnes en France? Il y a à peu près 300 000 à 400 000 personnes. C'est très difficile à évaluer parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques en France. Mais c'est entre 300 000 et 400 000, non pas pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer, mais les patients qui sont atteints de détérioration intellectuelle, quelle que soit leur cause. Et parmi ces 400 000 personnes, probablement que 60 à 70% d'entre eux ont une maladie d'Alzheimer. Ce qui fait un nombre considérable de gens en France.
Alors Madeleine Chaptal, vous participez aussi à cette émission parce que vous avez parmi vos proches quelqu'un qui est touché par cette maladie, et ce depuis 30 ans. Vous dites d'ailleurs que vous avez appris à vivre avec elle, avec la maladie, à la côtoyer chaque jour. Vous aurez certainement des questions à poser au docteur Forêt, mais il y a peut-être aussi une expérience et des conseils que vous pourrez donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, docteur Forêt, je voudrais que vous nous disiez ce qu'est la maladie d'Alzheimer, par quels symptômes elle se traduit, à partir de quand peut-on faire un diagnostic précis et aussi pourquoi ce diagnostic est-il parfois si difficile à faire? Alors, on va faire quand même un petit peu d'historique. Il faut dire que la maladie d'Alzheimer, dont on parle beaucoup maintenant, et très souvent les personnes nous disent « mais qu'est-ce que c'est une maladie nouvelle ?» En réalité, elle a été décrite par un psychiatre allemand, Alois Alzheimer, en 1907. C'est lui qui, en étudiant le cerveau d'une personne jeune de 50 ans qui avait une détérioration intellectuelle très importante, a découvert des lésions, les plaques séniles d'un côté, dans le cerveau avec un microscope, et ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, et il a pu les relier à la détérioration intellectuelle de cette malade. La maladie d'Alzheimer était née. On peut dire qu'elle a été oubliée pendant des décennies. Et surtout, on n'avait pas compris que les détériorations des personnes beaucoup plus âgées, qui surviennent à 75 ans, à 80 ans, étaient en réalité la même maladie. Et il a fallu que l'on se penche sur le cerveau des personnes atteintes de sénilité, on appelait ça la sénilité à l'époque, pour qu'on puisse faire le lien entre les deux phénomènes. Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? C'est une maladie des cellules cérébrales elles-mêmes qui commencent à avoir un fonctionnement défaillant et qui se détruisent progressivement. Et on voit au niveau du cerveau, comme je le disais tout à l'heure, des lésions qui sont des lésions spécifiques par leur importance et leur nombre. Car ces lésions, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires, on peut les voir chez des personnes normales, mais en très petit nombre. Alors, elle se traduit comment? Elle se traduit d'abord par des troubles de mémoire. Mais c'est là où il ne faut pas s'affoler. C'est le premier motif de consultation des personnes âgées. C'est le premier motif de consultation des personnes âgées, mais il ne faut pas s'affoler. Si vous en avez tous des troubles de mémoire, on oublie tous le nom des personnes qu'on doit présenter et qu'on connaît très très bien. On oublie brusquement le nom du petit village où on a passé ses vacances l'année dernière alors qu'on veut le fournir à une de ses amies qui voudrait y aller. Ça n'est pas inquiétant. Le problème, c'est que ces troubles de mémoire se compliquent très très vite d'autres altérations du fonctionnement cérébral lui-même. D'abord, la désorientation dans le temps. Alors, on peut très bien, vous et moi, ne pas se souvenir qu'on est le 20 mai, le 25 mai, le 28 mai. Même, on peut se dire, tiens, on est mercredi aujourd'hui, on ne se souvient plus qu'on est mardi ou vendredi. Mais les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ont une détérioration beaucoup plus profonde, puisqu'éventuellement, quand on leur demande en quelle année sommes-nous, elles disent, écoutez, on est en 1940. Entre 40 et les années 80, ça fait quand même une très grosse différence. Le deuxième signe qui est très important aussi, c'est la désorientation dans l'espace. Ça commence, si vous voulez, par les endroits où on ne va pas très souvent. C'est-à-dire, la personne devient incapable de s'adapter à un endroit inconnu. Alors que vous demanderez votre chemin, vous prenez un plan, vous n'êtes pas désorienté dans le 20e arrondissement si vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Ces personnes-là ne peuvent pas faire cet effort. Et qui plus est, c'est plus grave, il arrive un moment où, par exemple, elles vont chez le boulanger et brusquement, elles ne peuvent pas retrouver leur chemin jusqu'à leur propre maison. Il y a aussi des troubles qui sont plus complexes du fonctionnement cérébral lui-même, en particulier ce qu'on appelle une apraxie. Alors l'apraxie, c'est le fait que sans paralysie du tout, on devient incapable de faire des gestes simples, par exemple comme de boutonner son bouton de chemise. Or, il n'y a pas de paralysie, c'est simplement la concentration du phénomène qui est impossible. On ne peut plus faire ça. Progressivement, les troubles s'aggravent, la personne devient incapable de reconnaître les gens qu'elle a aimés. Et ça, c'est absolument tragique pour la famille, si vous voulez. Les enfants nous disent, mais vous vous rendez compte, docteur, ma mère ne m'a pas reconnu, ou mon mari ne m'a pas reconnu. Et ça, c'est absolument terrifiant pour la famille. Quelquefois, la personne ne reconnaît pas son visage dans la glace. Et elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans ma chambre, regardez cette personne dans ma chambre qui ne devrait pas y être. Oui. Et la détérioration se poursuit. Il y a une altération des gestes de la vie quotidienne. Il peut survenir un désapprentissage, par exemple, de la marche. Là non plus, il n'y a pas de paralysie brutale, mais brusquement et progressivement, la personne ne peut plus marcher. Mais est-ce qu'il y a une chronologie d'apparition des lésions? Ce que l'on dit, si vous voulez, c'est la différence qui existe entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Les personnes plus âgées sont le plus souvent caractérisées par des troubles de mémoire prédominants. Les personnes plus jeunes sont plus souvent caractérisées par des troubles d'orientation dans l'espace prédominants. Mais en fin de course, si vous voulez, quelle que soit la chronologie des symptômes, qui est effectivement très variable d'un sujet à un autre. On a par exemple des personnes qui leur font fait des tests psychométriques, ont des résultats absolument accablants, alors
d'être autonomes dans leur vie quotidienne. Et inversement, vous avez des personnes qui performent encore bien au test, et quand vous faites, vous, le test, vous dites, tiens, le MMS de Paulstein est à 25 sur 30, c'est pas mal, et qui sont devenues totalement incapables chez elles de fermer le gaz, par exemple, ou elles sortent la nuit. Il y a un signe qui est très très important, c'est qu'il y a une méconnaissance quelquefois du jour et de la nuit. Les personnes sortent à 5 h du matin, et elles s'étonnent, par exemple, de trouver les magasins fermés. Madeleine Chaptal, quel est le premier signe qui vous a alerté chez cette personne qui fait partie de votre famille et qui a donc cette maladie d'Alzheimer depuis une trentaine d'années et qui vit toujours, qui a 97 ans aujourd'hui? Oui. Eh bien, nous avons vécu tout ce que le docteur Forret vient de décrire. Simplement, si vous voulez, dans la mesure où ça nous touchait profondément, nous nous sommes aperçus que c'était moins tragique que ça. C'est-à-dire qu'on s'est adapté. Il y a quelque chose de la perte du temps, par exemple, à laquelle nous nous sommes adaptés. Nous avons vécu même des moments de haute émotion et je dirais presque de poésie en perdant nous aussi nos repères du temps, vous voyez. Et ça, d'ailleurs, j'en avais parlé à votre demande devant un public, puisque j'ai fait un roman pour raconter ça qui s'appelle Une saison de feuilles. C'est que, en effet, tout ça, nous le connaissons, plus les fugues aussi. Tout à fait. Moi, il y a une chose qui m'a frappée. Lorsque vous m'avez parlé de la maladie d'Alzheimer, vous m'avez dit, cette personne, c'est un petit peu comme un rayon de soleil. Il y a une grande sérénité. Alors, est-ce que ces gens ne souffrent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de leur cas? Non, il faut dire, je le disais tout à l'heure pour les symptômes, il y a aussi une grande différence d'un individu à un autre sur la tolérance à cette maladie. Il y a des personnes, et c'était probablement le cas de la personne que vous connaissez, qui ne se rendent pas compte du tout. Il y a une sorte d'euphorie parce qu'elles ne se rendent pas compte. Il y a des personnes au contraire pour lesquelles la perte de leurs fonctions intellectuelles sont absolument tragiques. Ça les rend agressifs. Ça les rend agressifs quelquefois, ça les rend méchants. Ça entraîne chez eux une dépression profonde parce qu'elles se voient littéralement fondre dans l'espace et le temps. Et ça, c'est absolument terrifiant pour les personnes, comme c'est terrifiant pour les familles. Alors, quand vous disiez que vous aviez trouvé peut-être une sorte d'équilibre... Avec le temps. Avec le temps. Pas le premier jour, bien Il faut sûr. bien dire que c'est souvent plus facile de trouver un équilibre quand il s'agit de personnes beaucoup plus âgées que vous, mais que par contre, c'est en général toujours très très mal supporté quand c'est une personne de votre génération et essentiellement votre mari ou votre épouse. Je crois que c'est pour les maris ou les épouses que la situation est la plus tragique. Ce sont eux qui se portent le plus mal à un moment donné de ne plus être reconnus. À tel point qu'on a pu dire que c'était une mort sans cadavre. Tout à fait. Et ça c'est absolument terrifiant. Je voudrais qu'on parle des traitements, parce que c'est la question que posent bien sûr les téléspectateurs, mais il y a aussi une question qui nous a été écrite. Pourquoi dit-on qu'il y a deux maladies d'Alzheimer? Alors, il y a deux écoles. En médecine, les choses ne sont pas toujours faciles. Pour les Américains, la maladie d'Alzheimer couvre tout le territoire de temps, si vous voulez, que regroupent les personnes de 40 ans aux personnes de 90 ans. Pour l'école française, il y aurait une petite différence entre la maladie d'Alzheimer, qui serait pour eux la maladie des sujets jeunes, et la maladie dite de type Alzheimer, qui est la maladie des sujets plus âgés. Et c'est vrai qu'il y a quelques différences. De symptômes, je vous le disais tout à l'heure, de temps d'évolution. La maladie, c'est vrai, évolue plus vite chez les personnes plus jeunes. Alors qu'on voit des maladies d'Alzheimer qui débutent à 80 ans et des personnes qui atteignent 95 ans, 96 ans, ça peut arriver. C'est rare, c'est plutôt quand même plus court comme temps d'évolution. Et l'intensité des lésions au niveau du cerveau, de même que les anomalies des substances chimiques du cerveau qu'on appelle les neurotransmetteurs, sont un petit peu différentes dans l'une et l'autre maladie. Néanmoins, les Américains en font une seule, les Européens en font deux. Mais si vous voulez, c'est important pour la recherche. On ne peut pas dire que ce soit important malheureusement pour les gens qui en sont atteints ou pour les familles qui ont quelqu'un dans leurs proches. Il faut s'adapter, je veux dire, dans le fonctionnement, et c'est de ça peut-être sur lequel j'ai envie de vous poser des questions, parce que comment s'organiser en famille pour qu'on puisse continuer à vivre avec ces gens-là. Moi, j'ai remarqué que ceux qui en ont, parce qu'il n'y a pas que la personne que je connais, maintenant tout le monde vient me raconter, hélas, qu'il y a un Alzheimer, que ces gens n'ont pas envie de se séparer de leur malade, s'ils peuvent l'éviter. Il y a deux choses qu'il faut dire. 80% vivent dans leur famille. Plus de 80% en France de patients vivent dans leur famille, et en général, les placements en institution se font très tardivement. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est le dévouement absolument extraordinaire de la majorité des familles. Ça, je veux dire que ça me plonge dans l'admiration la plus profonde quand on voit la charge affective et la charge de travail que ça représente. Mais docteur Forret, lorsque le placement en institut spécialisé, en maison spécialisée est inévitable, ce qui arrive quand même souvent lorsque les personnes deviennent gravataires, quelle aide financière peut-on espérer? C'est une question qui revient très souvent. Alors, il faudra parler des deux aides financières, celle qu'on pourrait espérer à la maison et celle qu'on peut espérer en institution. En institution, le problème est terrifiant, car que ce soit à l'hôpital, dans des services comme les nôtres par exemple, ou que ce soit dans des institutions privées, la charge financière que l'on demande aux familles est à peu près de 10 à 12 000 francs par mois.
Ce qui est La maladie absolument n'est pas reconnue par la extravagant. sécurité Mais sociale. si, elle est reconnue par Si elle est la reconnue sécurité sociale, bien sûr que si, mais simplement, toutes les maladies chroniques des personnes âgées au long cours sont un poids pour les familles de l'ordre de 10 à 12 000 francs par mois. Alors, il y a des mécanismes compensatoires, je ne pense pas qu'on ait le temps de les évoquer ici. Mais le problème, c'est que dans leur famille, alors qu'elles sont soutenues dans leur famille pendant un temps très très long, il n'y a pas tellement de possibilités d'aide non plus. Il y a ce qu'on appelle les soins à domicile qui permettent de faire la toilette, par exemple, le matin, c'est important. Mais les frais de garde, quand les personnes prennent, par exemple, la fenêtre pour la porte et qu'on vont se balader au 6e, ils regardent en bas, vous voyez, en voulant sortir simplement de leur chambre, donc là, il faut une garde permanente. Cette garde est à la charge de la famille. Donc il y a un problème en France qui devra être résolu sur cette prise en charge financière, aussi bien à l'hôpital, en institution, qu'au domicile. Docteur Forette, il n'y a pas de prévention possible pour éviter cette maladie, malheureusement, et tous les médicaments que l'on trouve pour lutter contre le vieillissement cérébral ne font rien. Alors, le traitement, l'avenir, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, on peut attendre énormément de la recherche. On n'a pas le temps, Martine, d'en parler en quelques secondes, mais il y a des progrès absolument fabuleux dans le domaine génétique d'une part, dans le domaine de l'analyse des lésions du cerveau elles-mêmes, et enfin dans le domaine pharmacologique. Il y a un produit qui s'appelle la THA à l'heure actuelle, qui n'est pas du tout une panacée universelle, mais qui permet manifestement des progrès dans ce domaine. Donc c'est l'ouverture à d'autres molécules, d'autres substances du même genre, et on peut dire qu'il y a beaucoup d'espoir pour les 10 ans qui viennent. C'est aujourd'hui, bien entendu, que c'est tragique pour les patients qui en sont atteints. Malène Chapsal, la conclusion, vous disiez, parlant de cette personne donc, que vous aimez, qui est touchée par la maladie, vous m'avez dit, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à vivre avec elle, c'est vivable. C'est un petit peu d'espoir que vous redonnez aux autres aussi. Il y a beaucoup d'amour échangé. Oui. Cette personne continue à donner beaucoup d'amour, et on vit dans l'amour sans repère dans le temps ni l'espace. Bien, je vous remercie. Merci, Docteur Forette. Nous aurons l'occasion de reparler de cette maladie. Un coup de cœur et Jean-Philippe Serrano. Tout de suite, la solution de notre précédent coup de cœur, un visage qui vous était familier, le beau visage de Romy Schneider. Vous allez gagner tout de suite avec Black & Decker cette perceuse. C'est l'arme absolue pour bien percer. C'est une perceuse de 550 watts, visseuse, dévisseuse et à percussion. Pour la gagner, c'est très simple, vous connaissez le système. 3615, code La Vie à Cœur. Et nous retrouvons tout de suite Martine Chardon et son invité, son compagnon de la chanson, Fred Mella. Avant de nous séparer, pour nous retrouver vendredi prochain dans La Vie à Cœur à partir de 14 h, le dernier rendez-vous de cette émission avec Fred Mella, le compagnon de vos chansons. Qui vous avez appelé ainsi, Fred? Je crois me souvenir que c'est l'ami Raymond DeVos. Mes fidélités, Fred Mella, le disque que vous aimez avec les chansons qu'on n'oubliera jamais, mais aussi les grands classiques, peut-être ceux que vous préférez? Schubert, Bellini, Léon Cavallo, Oui. ça en fait pas mal, plus les modernes. Alors, Schubert, vous avez choisi aujourd'hui d'interpréter l'Ave Maria, ça rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle le temps où j'étais enfant de chœur. C'était hier, ça. Oui, c'est hier. Avant-hier. Avant-hier. Fred Mella, mes fidélités, l'Ave Maria de Schubert. À très bientôt dans La Vie à Cœur. Je vous écoute. Toi qui as vu dans un supplice mourir celui qui était ton fils, tu sais le poids que fait une larme quand une âme vous prend un enfant. Ave
toi qui, dans ton cœur, a déjà eu si mal. Marie, regarde tes enfants qui réclament. Oh, donne-nous la paix. Aide-nous, s'il te plaît. Viens lire à nous, fils de la terre, qu'il faut arrêter toutes les guerres. Rejoins